Bonjour à nos abonnés d'Omerta, bienvenue pour un nouveau grand entretien. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Louis Tremblay. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Régis. Vous êtes, Jean-Louis, grand reporter pour le Figaro Magazine. Depuis de nombreuses années, vous avez couvert des conflits, vous avez été avec beaucoup d'armées dans le monde, de groupes armés, de guérillas. Vous avez parcouru la planète. Pourquoi vous êtes intéressé aux forces spéciales françaises ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai souvent travaillé avec eux, si ce n'est avec eux, en tout cas à leur côté, où je les ai vus sur certains théâtres d'opérations extérieures. La deuxième raison, c'est parce que on parle beaucoup des commandos en général, mais finalement, personne ne sait ce que c'est exactement. Ceux de la marine, on connaît les principaux, les commandos dits d'assaut, les commandos historiques de l'Orient, mais on connaît assez peu l'un d'entre eux, qui s'appelle le commando Hubert, qui regroupe exclusivement les nageurs de combat. Et c'est en fait l'actualité qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet. C'est en 2019, j'apprends à travers une dépêche ou peut-être le matin à la radio, lors d'un bulletin d'information, que 2 nageurs de combat ont été tués lors d'une libération d'otages au Burkina Faso. Voilà. En plein désert, en plein Sahel. Bon, nageurs de combat en plein Sahel, on se dit pourquoi ? La question, le pourquoi, le comment de la chose. Et c'est pour ça que je me suis intéressé au commando Hubert. Alors vous avez publié ce livre avec le photographe Ewan Le Bourdet. Ce qui est très étonnant, c'est que ces commandos, et en particulier le commando Hubert, d'habitude on ne les voit pas. Là, on les voit à l'entraînement ou dans le vrai. On ne sait pas trop, en fait, ce que disent les photos. Comment vous avez obtenu un tel accès ? Alors, d'abord, je tiens à préciser que, en me documentant, j'ai regardé un petit peu, j'ai consulté les archives, différentes archives. J'ai tapé commando Hubert, j'ai regardé ce qu'il y avait d'écrit, de non écrit, de numérique, non numérique. En fait, le dernier reportage sur le commando Hubert, dans la presse généraliste, je dis bien généraliste, je ne parle pas de la presse spécialisée, type Militaria, Red et autres, datait de 1969, dans Paris Match. C'est donc Paris Match 1969. Entre-temps, rien. Donc, pour le Figaro Magazine, évidemment, puisque je suis grand reporter Figaro Magazine, je me suis dit, bon, ça c'est un scoop. On va essayer de le faire. Après, le deuxième problème, il fallait avoir l'agrément de ces fameux commandos. Bon, il se trouve que j'avais des contacts liés au cours de ces années de reportage, et on m'a dit, là, il y a une fenêtre de tir, oui, on veut bien communiquer. Pourquoi ? Sans doute parce que ça correspond aussi à une période où les commandos, comme d'autres unités de nos armées, ont besoin de recruter. Donc il faut aussi rendre le métier attractif. Toujours est-il qu'on m'a dit, oui, vous avez porte ouverte pour aller les suivre à l'entraînement. Je dis bien entraînement parce que je ne les ai pas suivis en opération. Je pense que personne ne suit les nageurs de combat en opération. Voilà. Et le troisième point, c'est que le photographe avec lequel j'ai travaillé, parce que c'est avant tout un livre photo, hein, j'ai fait le texte, mais c'est un livre photo, c'est un beau livre, magnifique, est peintre officiel de la marine. Ça, c'est un titre décerné par le ministère de la Défense, et ces peintres officiels de la marine ont des accès directs et privilégiés à tout ce qui est unité maritime. Donc, évidemment, ça a facilité les choses. Il fallait aussi qu'ils soient plongeurs, puisque c'est une unité subaquatique. Donc, il y a des photos sous-marines, et il fallait qu'il y ait un qui maîtrise la plongée, et 2 qui disposent du matériel nécessaire et adéquat. Pour le Behind the Book, je suis Romane, éditrice chez Odyssée. Là, on va se positionner normalement, je vais essayer... Evan, c'est un photographe et peintre de la marine. Il a consacré et consacre sa vie à photographier la mer et les hommes. Quand Evan est venu nous voir, il était important pour nous que son titre devienne plus personnel et reflète quelque chose qui soit propre au commando Hubert. On a fait nos recherches dans le langage militaire et c'est là que nous avons découvert leur devise. Sortis du ventre de la nuit, ils sont porteurs des foudres de Neptune. Sur la couverture de Neptune, on trouve une photo de commando Hubert en action, donc en pleine plongée. Cette photo, elle est sur un fond bleu profond qui rappelle la profondeur de l'océan, qui fait référence à ces plongées que font les commandos. On a essayé plusieurs polices, plusieurs dispositions sur la couverture. On voulait quelque chose d'original mais qui restait quand même assez classique.
Ma question suivante est par rapport, vous avez évoqué le sort tragique de ces deux nageurs de combat, Cédric de Pierrepont, Alain Bertoncelli, Oui. Qui sont morts au Sahel, qui sont morts donc au Burkina Faso. Ça vous a surpris à l'époque que leurs noms apparaissent? Parce que pareil, c'est des gens dont on ne voit pas d'image et dont on n'entend jamais parler. Oui, alors, il y a une raison précise. D'abord, il faut faire le distinguo entre les nageurs de combat du commando Hubert et les commandos marines en général, et toutes les forces spéciales qui agissent dans la confidentialité, mais non pas dans la clandestinité. La clandestinité, ça, c'est du domaine de la DGSE, donc nos services secrets. Eux aussi ont des nageurs de combat, ils sont des types remarquables, etc. Eux, ils sont vraiment dans le secret. Les forces spéciales sont dans le discret, c'est-à-dire qu'a priori, il vaut mieux pas qu'on en parle. Si on en parle, c'est trop tard, c'est pas bon. C'est ce qui s'est passé lors de cette libération d'otages. Mais en fait, ils sont protégés. C'est une loi qui interdit, quand vous les voyez masqués ou cagoulés, c'est pas pour se donner un genre ou faire, regardez, on est des ninjas ou des Rambo. Oui. C'est tout simplement parce qu'un arrêté de 2011 stipule que toutes les forces spéciales doivent être protégées au niveau de l'identité. On ne doit pas les reconnaître et on ne doit pas donner leur patronyme. C'est pour ça que quand vous voyez des articles dans la presse actuellement, généralement on dit le capitaine Bertrand, le commandant... On prend le prénom. On prend le prénom, voilà. Oui. Parce que, en fait, surtout... En tout cas, tous ceux qui sont membres du commandement des opérations spéciales, du COS, donc des forces spéciales, il est interdit de divulguer tout renseignement qui puisse faire en sorte qu'on le reconnaisse, pour des raisons de sécurité évidentes. Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, oui, comment dire, le fait qu'on ait donné leur nom, c'est parce que, hélas, Ils sont morts. l'action était passée, parce qu'ils ont été élevés au grade de premier maître à titre posthume et fait également chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume lors de cette cérémonie très émouvante, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Très bien. au son du bagat de l'NBW Oui. dans la cour des Invalides, et en présence du président de la République. Et Donc le là, on a chant pu donner entonné leur nom. à la fin, loin de chez nous en Afrique, par tout le... Alors, oui, et non prévu du reste, hein, ça c'était véritablement, ça c'était spontané. Autant le bagat, donc la Oui. mélodie assez lancinante, et ça c'était Cornemuse. prévu, c'était dans le protocole. Mais à la fin, en fait, l'assistance a repris ce chant qui n'a rien à voir avec la marine du reste, puisque c'est les troupes de marine, c'est l'infanterie de marine, donc c'est Donc les c'est l'armée de ex-troupes terre. coloniales, ouais, l'armée de terre, qui est loin de chez nous en Afrique. Ouais. Et ça a été repris spontanément. Tout le monde était surpris, c'est pour ça que c'était poignant. C'était incroyable. C'est cette spontanéité. C'était qui fait émouvant, que- ouais. Moi, c'est un moment qui m'a marqué, enfin, de cette cour d'honneur des Invalides. Ouais, c'était- On l'a vu plein de fois. Il y a malheureusement des dizaines de soldats qui ont été, à qui on a rendu les hommages et qui sont morts ou au Sahel ou en Afghanistan. Mais je crois que ce moment-là, il a été poignant particulièrement. Oui, il était particulièrement mouvant, ouais, je suis d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'en France, les Américains, eux, ont des forces spéciales aussi, ont des commandos marines, les fameux Navy Seals, et on les a vus... on a vu ce fameux film Zero Dark Thirty, où, sur la mort de Ben Laden, en fait, la traque, puis la mort de Ben Laden. Ils ont été quand même extrêmement popularisés aux États-Unis. C'est quand même... Pourquoi les États-Unis arrivent mieux à mettre en valeur leurs troupes d'élite, avec les précautions que vous avez décrites, alors que nous, on n'y arrive pas? Je dirais que c'est culturel. Les Américains sont quand même descendants des cow-boys. Bon, on est dans le show, un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais simplement, il y a chez eux le savoir-faire et le faire savoir. Ça, ils sont très forts pour ça. Et c'est aussi le pays, c'est non seulement le pays des cow-boys, mais c'est le pays des westerns. Donc c'est le pays de Hollywood. Donc quand on fait quelque chose, on le fait savoir. En France, vous le savez, l'armée a ce surnom, la Grande Muette. Voilà, c'est une tradition. On ne dit rien. Il y a une tradition je dirais de pudeur. Voilà. Pudeur rime avec honneur en France. On ne se met pas en avant. Aux États-Unis, on le fait. Comme aux États-Unis, eh bien, on donne son salaire. En France, vous allez dans une soirée, personne ne va dire « Toi, tu gagnes combien ?» Ça ne se fait pas. Bah, c'est un petit peu ça.
Voilà. Et les Français mettent un point d'honneur à ne pas trop se propulser sur le devant de la scène, parce qu'ils savent aussi qu'ils ont un professionnalisme qui n'a pas besoin de publicité, finalement. Voilà. Même si, alors ça c'est la question, l'évolution de la guerre aujourd'hui, on le voit dans tous les conflits, la part de la communication a pris une place absolument incroyable, alors qu'elle existait avant, mais elle était peut-être cette équation à laquelle cette explication que vous donnez pouvait se justifier il y a 20-30 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la méthode américaine n'a pas plus de poids, c'est-à-dire de faire en sorte de faire connaître à la fois au peuple pour des questions de recrutement, des questions de publicité, et aussi aux ennemis qu'on a ces forces et qu'on a cette qualité d'homme, parce que Pierrepont et Bertoncello, c'est quand même des types extraordinaires. Donc le fait de le faire savoir, c'est aussi le faire savoir. Et donc c'est pas aujourd'hui finalement un préjudice pour l'armée de rester muette. Après, c'est une décision politique. Vous savez, les militaires sont soumis au pouvoir politique. Si on leur dit confidentialité, vous dites rien, ils le font. Je pense que ça vient de... Le chef des armées en France, selon la Constitution de 1958, c'est le président de la République. C'est lui qui décide. Si on en parle, on n'en parle pas. En l'occurrence, en 2019, avec cette cérémonie, il a fait connaître finalement une unité qui était totalement inconnue. Ces nageurs de combat, personne ne savait. Ils sont moins de 100 en France, donc personne ne les connaît. On ne sait jamais où ils sont. Ça, c'est une chose. Après, évidemment, vous avez dit, vous l'avez bien dit, je crois que si aujourd'hui les armées communiquent, et on le voit, elles communiquent de plus en plus, on voit des affiches 4x3 dans la rue, on voit des spots un peu partout, les 3 armes recrutent parce que c'est difficile, il y a un quota à atteindre, si on veut de la qualité, il faut élargir le spectre de la sélection, et c'est difficile. Donc là, en l'occurrence, je crois que les commandos, comme les autres, comme la Légion étrangère, comme d'autres unités d'élite, ont besoin de se faire connaître pour être attractif. Parce que les temps sont durs. Les générations antérieures étaient, et ce n'est pas peut-être passé pour un boomer ou un vieux schnock en disant ça, mais étaient quand même beaucoup plus rustiques et aptes à endurer des conditions de vie ou de guerre qui étaient autres. Aujourd'hui, pour former un nageur de combat, il faut beaucoup de temps, et puis il faut piocher dans un matériel humain qui n'est pas à disposition et qui n'a pas été forcément... c'est des détails, mais voilà, supporter le froid la nuit, c'est pas toujours facile. Alors cette rusticité, comme disent les légionnaires justement, elle est un peu contraire ou paradoxale par rapport à l'évolution de notre société. C'est ça que vous nous dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jeunesse va avoir plus de mal à se mettre dans un mood qui paraît ancien, désuet, un peu has-been, quoi, ou appartenant à un autre temps. Exactement. C'est-à-dire que vous avez... Pour la Légion étrangère, par exemple, si on prend l'exemple de la Légion étrangère, il est évident qu'un légionnaire en 1955, un légionnaire en 2015, ça n'a rien à voir. Par exemple, les sanctions disciplinaires ou des exercices tout simples comme les pompes. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne fait plus. Donc, évidemment, le résultat, c'est que le soldat est moins rustique. C'est un peu pareil pour les commandos marines. Le stage commando, il est difficile, mais il faut que chaque année, ils maintiennent quand même un taux pour que les unités se renouvellent. Donc, le problème est de savoir, si on maintient le même niveau d'exigence, il faut qu'en amont, le personnel soit plus large. Et pour qu'il soit plus large, il faut communiquer. Venez chez Commando. Alors, peut-être qu'il y en aura... de toute façon, le ratio est très faible. Parce que, il est simple. Vous avez sur 100 marins qui se présentent au stage Commando, je dis 100 marins, généralement ils sont fusiliers marins déjà, mais admettons 100 marins, tout le monde peut postuler. Il y en a 15 qui vont sortir brevetés commando. Sur ces 15, il y en a 10 qui seront chefs d'équipe. Et puis au final, il y en aura 2 qui seront nageurs de combat. Vous voyez le filtre.
Donc et ce qui est le plus frappant aujourd'hui, je trouve, chez les commandos marines en général, mais chez le commando Hubert, les nageurs de combat en particulier, c'est qu'on leur demande d'être rustiques comme les anciens. Donc ça change pas. Il y a le même niveau d'exigence, mais qu'en plus, il y a une technicité qui est incroyable. Les télécommunications, il y a maintenant la guerre cyber. On leur demande d'être des hackers. Voilà, exactement. Les drones, vous connaissez très bien. En Ukraine, vous avez vu ce qui se passe. Bon, donc c'est une technicité alliée à une rusticité. Et ça, pas beaucoup de gens qui sont capables de cumuler les deux. Hein, ouais. Est-ce que, alors, sur la question des forces spéciales en général, puisque là, on parle d'un commando en particulier, le commando Hubert, il y a donc les commandos marines, il y a le premier PIMA, il y a les commandos de l'air, il y en a un certain nombre, mais bon. Est-ce que, finalement, dans l'usage des armées, pendant ces dernières années, on n'a pas eu tendance, finalement, et les Américains aussi, enfin, en suivant un peu ce qu'ont fait les Américains, je parle d'avant la guerre en Ukraine, à utiliser de façon un peu trop abusive nos commandos, en sachant qu'ils sont capables de faire tout un tas de missions, c'est un peu des couteaux suisses quelque part au niveau de l'intervention, et que finalement le reste de notre armée, même si l'armée française reste conséquente et parfaitement opérationnelle et a d'énormes qualités, mais à mesure que les budgets militaires réduisaient finalement, et pour éviter les interventions, est-ce qu'on ne les a pas utilisés trop? Et aujourd'hui, on se retrouve avec une élite qui est très performante, mais finalement pas assez de troupes à côté. Oui, vous avez raison. Ça, c'est véritablement l'enseignement de la guerre en Ukraine. C'est ça. C'est retour du conflit de haute intensité. On s'aperçoit qu'on n'a pas assez d'artillerie, qu'on n'a pas assez d'infanterie mécanisée, qu'on n'a pas investi tellement dans les drones. Bref, mais ça, c'est la leçon de l'histoire. On ne peut pas toujours tout anticiper. Ce qui est vrai, c'est que pendant, je dirais depuis même la fin de la guerre d'Algérie, donc depuis 1962, nous avons fonctionné comment? La France a fonctionné sous un format de corps expéditionnaire d'intervention, force d'action rapide. Voilà, c'était ça. Force d'action rapide, ça veut dire que c'était d'abord les troupes aéroportées et puis les commandos. Vous avez bien dit. Force spéciale depuis 1990 avec 92 avec la création du COS. Et effectivement, pourquoi? Parce que finalement, ce qu'on appelle les OPEX, les opérations extérieures, c'était quoi? C'était soit l'évacuation de ressortissants, soit aller neutraliser une cible, type un criminel de guerre en ex-Yougoslavie, ou libérer des otages au Mali. Ce qu'on appelle le CTLO, le contre-terrorisme et libération d'otages. Voilà, c'était les spécialités. La guerre en Ukraine, et d'ailleurs c'est à l'ordre du jour du SEMA, le chef d'état-major, Thierry Burkhardt, il a bien dit, c'est retour de la guerre de haute intensité, donc il va falloir se former. Et dans ce cadre, les forces spéciales, c'est que 4500 personnes en France, hein. C'est rien du tout. Alors c'est spectaculaire évidemment, parce qu'il y a des chuteurs opérationnels, des nageurs de combat, etc. Mais effectivement, l'arme des 100 derniers mètres, ça restera toujours l'infanterie. Bien sûr. Bon, force spéciale, la vocation, c'est pas d'aller servir dans les tranchées comme en 14-18. En revanche, aller taper, parce que c'est ça le but des forces spéciales, aller taper une cible stratégique, jugée de haute valeur stratégique par l'état-major. Hein, c'est un chef d'état-major, le navire amiral de la flotte ennemie, je ne sais quoi. Là, oui. Ça, c'est le rôle des forces spéciales. Mais vous avez raison, pendant des années, on a vécu sur un format, je dirais, post-colonial, où finalement, on faisait la police en Afrique. Plus ou moins. Oui, à chaque fois qu'il y avait un changement, voilà. On était derrière, et puis finalement, on pilotait sans apparaître. Exactement. Et on ne se projetait plus dans un retour de conflit sur le continent européen. Oui. Et là, l'Ukraine, c'était un choc, même si, notamment, le chef d'état-major, Thierry Burkhardt, on avait parlé. Il en avait parlé. C'était même fait critiquer, d'ailleurs. Oui, on lui avait dit de parler trop de exagéré, etc. Oui. Donc il avait quand même anticipé les choses. Oui.
Et c'est vrai que c'est une grosse leçon, on le voit bien, on a du mal, notre industrie d'armement est obligée de s'adapter, Bien sûr. il faut reformater tout. On sait par certains calculs de l'état-major, lorsque les fameux ABAC, que finalement la France tiendrait un front de 80 km. Oui. Voilà. C'est-à-dire... avec une semaine de munitions. Avec une semaine, 15 jours je crois, ou 15 jours de munitions. Ouais. Voilà. Et c'est quoi? C'est Colmar-Strasbourg. Voilà. On ne peut pas faire. Alors on sait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on est intégré dans l'OTAN, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. En tout cas, nous sommes dans l'OTAN et la France ne fera pas la guerre toute seule. Si elle fait la guerre aujourd'hui, ce sera au sein d'une alliance. Bien sûr. Est-ce que vous pensez, justement, par rapport à cette guerre en Ukraine, que cette guerre en Ukraine va nous faire repenser la conception de la chose militaire et, paradoxalement, diminuer ou changer le rôle des forces spéciales? Oui, alors ça, c'est le grand débat actuel dans toutes les unités des forces spéciales, hein, qui je le rappelle, sont des 3 armes, terre, air, mer. Hein, terre, première PIMA, 13e RDP, pour l'air, CPA 10 ou 30, et puis les commandos marines. C'est comment s'intégrer dans un conflit de haute intensité, c'est-à-dire type soit la France est plongée dans un conflit dans l'univers Indo-Pacifique, autour de Taïwan ou de mer de Chine, ou soit à l'est de l'Europe. C'est comment les forces spéciales vont s'intégrer. Alors la réponse est la suivante. C'est ce qu'on m'a dit, c'est de toute façon, le but des forces spéciales, c'est de s'infiltrer derrière les lignes ennemies. Alors, ce qui va changer, c'est que la distance à franchir pour s'infiltrer derrière les lignes ennemies sera plus importante. Donc les vecteurs d'infiltration seront différents. Là où on pouvait en Afrique s'infiltrer avec des shooters opérationnels à 8000 mètres et puis après faire une insertion sous voile sur 10, 20, 30 km, peut-être qu'il faudra le faire sur des centaines de kilomètres. Alors comment pour les nageurs de combat, aujourd'hui, on a développé avec le Suffren, nouveau sous-marin, une sorte de hangar de bord où il y aura une sorte de mini-sous-marin, style le Nautilus du capitaine Nemo dans Jules Verne, qui va déposer une dizaine de nageurs. À combien? À 50 km d'une côte, là où actuellement on le faisait à 5 km. C'est un peu ce qu'on voit dans le Chant du Loup. Alors dans le Chant du Loup, ils le font encore à l'ancienne, effectivement, parce que ces nageurs de combat, ils sont intégrés dans un sous-marin. Sous-marin, dans le Chant du Loup, c'est en Libye, je crois, c'est ça? En Syrie, je crois. En Syrie ou en Libye? Ouais, je sais plus. Là où l'autre, en tout cas, c'est autour de la Méditerranée. C'est dans cette zone. Voilà. Et effectivement, on voit un binôme de nageurs de combat qui fait une opération terrestre, c'est-à-dire, je crois que c'est une neutralisation d'objectifs ou du renseignement, et puis qui en combinaison plongée retourne au sous-marin, et réintègre le sous-marin via les tubes lance-torpilles, ce qu'on appelle le sassage. Les nouveaux SNA. Alors dans le nouveau, il n'y aura plus ce sassage qui était extrêmement dangereux à opérer. Hein. C'est un tube lance-torpille avec à l'intérieur de la graisse, du cambouis. Enfin, c'est compliqué, hein. L'histoire de pression. Là, c'est un peu ce qu'on voit dans votre livre. Dans notre livre, on le voit pour la première fois d'ailleurs sur le Suffren, la nouvelle classe de sous-marin nucléaire, lanceur d'attaque. C'est intégré. C'est une sorte de mini-sous-marin intégré au gros sous-marin et qui va se détacher pour emmener à 35-40 mètres sous l'eau une dizaine de nageurs de combat qui, à partir de là, vont évoluer et palmer vers le littoral pour aller cibler leur objectif. D'accord, ça c'est la nouvelle configuration. C'est la nouvelle configuration. Et ça ne se fait pas comme ça, parce que les histoires de pression, les appareils qu'ils utilisent ne sont pas les mêmes si c'est à 6 mètres sous la surface qu'à 35 mètres. Donc là, on a des appareils mixtes. Tout ça est d'une complexité quand même assez remarquable. Et c'est ce que je mets dans le livre. Nous, en France, nous sommes adeptes du système D, comme débrouille. On n'a pas les moyens de l'hyperpuissance militaire américaine. Donc tout ça est fait sur la base de retours d'expérience produits par les commandos. Nous on veut un tel tracteur ou propulseur sous-marin parce que celui-là il va pas bien. Pareil pour les Zodiac, celui-là il marche pas bien parce que quand il est aérolargué à 8000 mètres, quand il tombe, le moteur se casse. Enfin des choses comme ça. Et c'est fait par nos ingénieurs de la DGA, la Direction Générale de l'Armement, en accord avec les commandos. Et c'est un travail qui est fait avec les moyens du bord. On n'a pas des gros budgets. Et je trouve que par rapport à ces moyens, le résultat est plutôt pas impressionnant.
Dernière question, est-ce qu'il y a une anecdote ou peut-être un témoignage qui vous a particulièrement touché auprès de ces hommes que vous avez rencontrés, nous, on voit peu ou jamais. De temps en temps, malheureusement, à cause d'une tragédie, on parle un peu d'eux. Racontez-nous. Non, moi, ce qui m'a particulièrement touché, c'est la modestie de ces gens, qui sont quand même, franchement, quand on les voit et quand on voit ce qu'ils font, physiquement, mentalement, intellectuellement, parce que voir la navigation dans des eaux froides et sombres, c'est incroyable. On les voit, jamais un mot plus haut que l'autre, rien. Enfin bon, et ça, je trouve que ça force admiration. Et puis la deuxième chose, c'est le dévouement à la corporation, finalement, des nageurs de combat. C'est-à-dire, quand on va à Saint-Mandrier, puisqu'ils sont basés à Saint-Mandrier dans le Var, à côté de Toulon, au commando Hubert, ils ont un endroit, le Petit Port, il s'appelle Petit Port, c'est là où ils partent tout le temps pour faire leurs opérations. Et là, on voit pas, mais moi, on me l'a fait remarquer. Regardez les plaques là-bas. En fait, il y a des plaques, et sur ces plaques, il y a les noms d'anciens nageurs de combat qui, plutôt que d'être enterrés dans le mausolée familial ou dans le cimetière familial, ont préféré que finalement ils soient être incinérés et que leurs cendres soient dispersées au large de Saint-Mandrier et de Toulon, dans la Méditerranée, aux côtés de leurs camarades. Voilà. Je trouve ça, c'est beau. C'est beau, et ça veut dire que c'est la mer. Le caveau de famille, c'est la mer, et leur famille, et leur famille, c'est les nageurs de combat. Les nageurs de combat. Et les commandos. Très bien. Voilà. Merci Jean-Louis. Merci Régis. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Au revoir.